Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau ici, à Marseille, dans votre bureau. Vous êtes au cœur de plusieurs polémiques, on va en parler longuement. Vous allez pouvoir vous expliquer pour la première fois, notamment après votre audition devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. C'était vendredi dernier. Si je voulais faire un peu d'ironie, je commencerai cet entretien en disant fin de partie pour Didier Raoult. Oh, je ne sais pas de quelle partie vous parlez, ni de quoi il est question. Vous savez, honnêtement, le Conseil de l'Ordre m'a demandé de me présenter pour m'entendre. J'y suis allé volontiers, bien que je sois plus très directement concerné, puisque je ne souhaite plus exercer la médecine, mon poste de médecin étant pour l'instant suspendu. L'histoire n'est pas finie là non plus. Vous m'aviez dit que vous arrêteriez vos fonctions dans un an. De directeur, oui, bien ici. sûr. Le directeur de l'IHU, oui. Non, mais il y a plusieurs sujets, si vous voulez. Alors, revenons tout de suite à ce qui s'est passé vendredi dernier. D'abord, c'était une audience ou c'était votre procès ? À mon sens, c'est une audience. C'est comme ça que je le prends. Donc j'ai été audité, on m'a demandé de venir. J'y suis allé, j'aurais pu me contenter d'y envoyer mon avocat, mais pas par respect pour les gens qui sont là. Quand il y a demandé, c'est pas de leur faute si je suis là. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Donc je leur explique, on me pose des questions. Le Conseil de l'Ordre avait posé des questions. Moi, j'ai répondu par écrit. Et ils ont entendu l'accusation et la défense. Et puis ils vont se prononcer dans le mois qui vient. Donc on verra bien ce qu'ils diront. Vous risquez la radiation ? Je ne sais pas ce que je risque honnêtement. Enfin, ça fait partie du panel de sanctions. Oui. Déjà, je risque pas la peine de mort, c'est déjà pas mal. La radiation, c'est une forme de peine de mort professionnelle. Je vais vous dire, je veux pas me prononcer sur ce qu'il va dire. Moi, je me suis pas senti mal à l'aise. Il existe, le Conseil de l'Ordre, c'est pas une entité en soi, pas plus que le ministère ou pas plus que les représentants qui sont là représentent leurs élus ou représentent ceux qui les ont nommés pendant un temps qui dure ce qui dure. Mais je leur ai dit, vous savez, parmi les médecins par qui j'ai le plus d'admiration, il y en a plusieurs qui ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre. Donc tout ça, ce sont... c'est vrai, alors je ne sais pas pour les autres, parce que sûrement il y a beaucoup de gens qui sont moins célèbres, qui ont des problèmes avec le Conseil de l'Ordre à un moment ou à un autre, mais parmi les gens très célèbres pour qui j'ai énormément d'estime, il y a beaucoup des gens qui ont eu ce parcours initiatique, donc je ne suis pas tout seul là-dedans. Mais après ces 3 heures de comparution, vous êtes sorti en vous disant c'est compliqué, ils sont très remontés, ils m'en veulent vraiment, ou au contraire vous êtes sorti très serein en vous disant que vous aviez pu vous défendre et qu'au fond maintenant vous attendez une décision qui serait clémente. Non mais ni l'un ni l'autre, vous savez, je suis le destin est ce qu'il est, moi je joue mon rôle. On me demande d'aller là, je me suis défendu honnêtement et sérieusement. Et puis ensuite, la suite ne m'appartient pas. Les déroule, puis quand ils s'arrêteront, on verra bien. Donc c'est pas, ça sert à rien ni d'être optimiste. Vous accepterez la décision quelle qu'elle soit ou vous prendrez acte ? Après, il y a des recours. Tout ça n'est pas défini. Un certain nombre de gens oublient qu'on est dans un état de droit ancien. Et que donc, on peut accuser les gens, on peut les condamner, ils ont le droit de se défendre, ils ont le droit de faire appel, ils ont le droit de faire casser ça en Conseil d'État. Donc tout ça, si vous voulez, il suffit pas d'une fois que quelques personnes décident d'une chose ou d'une autre. Je veux pas du tout préjuger de ce qui sera décidé, on verra bien. Mais globalement, on n'est pas désarmé dans la vie. On a perdu quand on a décidé qu'on perdait ou qu'on est mort. Mais je vous sens fataliste. Ah mais j'ai toujours été, je suis désolé. Moi j'ai pensé que la part de ce que j'ai décidé consciemment moi-même a toujours été très faible. J'ai été guidé par la vie, les événements, mon histoire, et puis voilà, j'ai fait ce que je devais. Vous avez dit, dans cette comparution, on fait le procès de la réussite. C'est vrai. Donc la réussite, c'est vous. Oui. Ouais. Ça, pour vous, c'est une évidence. Non, même dans ce qui vous est reproché, qui, honnêtement, on va rentrer dans les détails dans quelques instants, pose au minimum question. Écoutez, moi, vous savez, je suis pas... effectivement, on fait pas le même métier. Et n'apprenant pas de fait la même structure mentale. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, ce sont les données objectives. C'est ça qui m'intéresse.
la quantification est donnée objective. Depuis bien longtemps, je suis l'infectiologue au monde le plus cité, donc je le sais bien. Je vous ai montré les données qui apparaîtront bientôt, bien sûr. Bientôt, non seulement c'est moi, mais les gens qui sont chez moi sont les seuls qui sont très hautement cités dans le domaine des maladies infectieuses dans ce pays. Donc on est vraiment les meilleurs sur le plan de la recherche, dans un pays qui va extrêmement mal, puisque, comme l'a noté le président Macron, toute la recherche française recule. Donc, d'à peu près, en 4 ans, elle a reculé d'à peu près 5,6%. C'est colossal. C'est le pays qui a le plus régressé avec le Japon. Nous, au contraire, nous augmentons et nous avons un nombre de gens qui sont reconnus qui n'arrêtent pas de progresser. Donc, sur le plan de la recherche, ça va très bien. Sur le plan du travail que nous avons fait ici, on a fait 860 000 tests. On a testé plus de 400 000 personnes, détecté plus de 80 000 personnes infectées, on a traité plus de 40 000. Et les taux de succès qu'on a en ambulatoire, quand on compare la bithérapie avec hydroxychloroquine et azithromycine, sont la mortalité de 1 pour 1000. C'est la plus basse mortalité rapportée au monde. On a traité plus de malades, on a fait bien sûr plus de publications que tous les autres. Les 5 qui ont le plus publié en France sur le Covid-19 sont tous ici. Donc, bien sûr, c'est le procès de la réussite. Ouais. Et comment vous l'expliquez, du coup ? Je vous ai dit, ce pays est malade, est fatigué, il est triste, il est désorganisé. Et donc, si vous voulez avoir la curiosité, vous visitez ici les HU et vous allez juste en face à la Timone, où moi, en Afrique, je vois des hôpitaux qui sont en meilleur état que ce qu'est la Timone. Donc, il y a une dégradation dans ce pays qui est effrayant. Il y a une fuite des cerveaux. Juste à côté de la Timone, ils s'en vont. Les profs s'en vont. Donc ce pays devrait se poser des questions, et comme les très grands scientifiques, à part nous, s'en vont de ce pays. Donc il y a un problème de décadence dans ce pays qui est un problème majeur. C'est ça le problème, c'est pas moi le problème. Moi, je suis une verrue au milieu d'un pays qui est décadent. Nous ne sommes pas décadents. Voilà, pas du tout, pas une seconde. On continue à travailler d'arrache-pied. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on revienne sur les 2 points principaux, et encore une fois, en essayant de rendre tout cela le plus compréhensible possible pour ceux qui nous suivent, les 2 points qui vous étaient reprochés par le Conseil de l'Ordre des médecins. D'abord, il y a l'essai initial sur l'hydroxychloroquine, réalisé entre février et mars 2020, et vous disiez que 8 jours après le début du traitement, la charge virale était négative chez 93% des malades. Ce que vous reproche le Conseil de l'Ordre, c'est d'avoir réalisé cet essai sans groupe de contrôle. Moi, je suis pas médecin, c'est pas mon boulot, vous l'avez rappelé, mais du coup, je me dis comment comparer en effet avec des patients non soignés à l'hydroxychloroquine, alors le fait qu'on guérisse du Covid dans 95% des cas. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, mais encore une fois, il y a une confusion que je vais essayer d'enlever parce que c'est compliqué. Parce que c'est là-dessus que vous avez dû vous expliquer. Oui, mais si vous voulez, 1 an et demi, c'est tellement ridicule quand je vous dis qu'on a traité 30 000 personnes avec hydroxychloroquine, azithromycine. Bien entendu, c'est le premier qu'on ait fait. Le premier qu'on ait fait, on n'a jamais parlé de soigner les gens, de traiter les gens. Ce qu'on a regardé, les Chinois avaient mesuré le temps moyen de persistance du virus chez les gens qui étaient infectés et avaient noté qu'il était de 28 jours. D'accord ? Donc la moyenne du portage en Chine était de 28 jours. Donc nous avons déposé un essai tout à fait officiel, qui a eu un CPP, en disant nous ne faisons pas de contrôle, nous regardons juste la persistance des virus quand l'on donne de l'hydroxychloroquine chez les patients, et on a trouvé que ceci était inférieur à la littérature. Il se trouve que, par chance, comme peu de gens faisaient les tests à l'époque, comme vous vous en souvenez, les gens de Nice ne faisaient pas de tests, qui nous envoyaient les tests de leurs malades, mais qu'eux n'étaient pas inclus dans notre essai, et qu'ils nous ont servi de groupe témoin. Comme on fait tous les groupes témoins, d'ailleurs, dans les études, il y a des groupes témoins où les malades sont les témoins dans le même centre, et il y a des groupes témoins dans lesquels les malades sont dans des centres différents. Donc tout ça est très banal en réalité. Mais pour l'accusation, si j'ai bien compris, c'est à partir de ces résultats qu'ils disent biaisés que vous avez fait la promotion de ces produits. Non. Et c'est ça qu'on vous reproche. Non, ce que les gens me reprochent, c'est globalement, les types qui ont monté ça, c'est un type, vous le savez très bien d'ailleurs, c'est un type parce que François a entièrement dépiauté cette histoire des complotistes de l'arcélosphère, c'est un prof de maths cinglé, enfin mon avis est cinglé, il pourra toujours m'attaquer en diffamation, comme ça on aura une expertise psychiatrique pour voir s'il est vraiment fou ou pas.
d'accord, qui s'appelle Limousin. Tout ça n'est pas sérieux. Dans une situation qui eût été différente, c'est ce que je pense, ici, si on n'était pas juste après une révolution de palais dans le Conseil de l'Ordre, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Voilà. Donc il y avait une révolution de palais, là aussi, les gens... Donc il y a un règlement de compte Oui, bien sûr. dont vous faites les frais. Donc je fais les frais de rien du tout. Après, vous pouvez pas être comme moi, ni comme vous d'ailleurs, sans dans votre carrière susciter ni des jalousies, ni des antagonismes, ni des gens qui auraient voulu être à votre place. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Question très simple, encore une fois, très concrète. Aujourd'hui encore, en novembre 2021, vous utilisez l'hydroxychloroquine ici, avec vos patients? Ici, moi, j'ai plus de patients. Non, mais... Comme je vous l'ai dit. Oui, mais bien sûr, c'est toujours utilisé. C'est le meilleur traitement qui existe au monde actuellement. Donc là-dessus, vous n'en démordez pas. Mais il ne s'agit pas... Vous savez, vous pouvez, vous, avoir une opinion. Moi, j'ai essayé d'expliquer. Moi, j'ai pas d'opinion. Si, je vais vous dire, au bout de 100 personnes, on avait vu qu'il y avait des accidents avec l'hydroxychloroquine, ce qui m'aurait surpris, parce que ça a été distribué à des milliards de personnes. Mais vous voyez, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, comment est-ce que des gens, y compris vous, avaient pu colporter l'idée que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens quand cette drogue a été donnée à des milliards de personnes? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Cette drogue? Oui, ça s'appelle une drogue. Un médicament s'appelle une drogue. D'accord. Voilà. Comment vous pouvez croire ça? C'est quelque chose qui me sidère. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que vous croyez ça. Je suis comme vous, je ne crois à rien. Je constate. Il y a des études, celles de la revue... Non, les études, elle a été rétractée au bout de 15 jours. Elle a été rétractée. Non, mais il n'y a aucune étude qui ait montré la toxicité. Bon. La seule étude qui ait montré la toxicité de l'hydroxychloroquine, c'est une bande de cinglés, là aussi, qui a utilisé l'hydroxychloroquine à 2,4 grammes par jour. Et n'importe qui peut regarder le Vidal pour voir que c'est une dose toxique. Il ne faut pas le faire. Professeur Raoult, voilà une crise sanitaire qui paralyse le monde depuis 1 an et demi. Enfin, si c'était le remède... miracle, quel intérêt de ne pas s'en servir? Non mais non mais regardez. Encore une fois, question de bon sens. Mais question de bon sens. Regardez les données. D'abord, vous savez qui c'est qui est mort dans le pays? Qui est mort? Alors, 50% des papiers qui est en cours. 50% des gens qui sont morts dans les EHPAD. D'accord. Et on pratique une grande partie pendant la première phase qui a été si mortelle parce qu'on leur a pas donné de soins. Donc si vous soignez pas les malades, ils meurent. Et donc ça. Je suis étonné, là aussi, j'ai dû le dire. Vous savez que la question des gens, c'est pas de savoir si l'hydroxychloroquine est toxique ou pas, parce qu'on savait très bien avant de commencer que c'était pas toxique. La vraie question, c'est est-ce que on est devenu fou au point de dire on ne soigne plus les malades? Et la réponse est oui, on est devenu fou au point de dire on ne soigne plus les malades. La vraie question, c'est est-ce que ça marche ou pas? Ah ben oui, ça marche. Mais d'ailleurs, à peu près 80% de tout ce qu'on a dit est utilisé et recommandé par l'HAS. C'est nous qui avons dit qu'il fallait mesurer l'oxygène, qu'il fallait éventuellement faire de l'oxygène à la maison, qu'il fallait faire attention et anticoaguler les gens, qu'il fallait faire de l'optiflow chez les gens qui ont plus de 80 ans parce qu'on les envoyait mourir chez eux. Attendez, la prise en charge a totalement changé à partir de notre intervention. L'essai Recovery, oui. 11 000 patients, 175 hôpitaux concernés. Dès juin 2020, dit que la chloroquine est inefficace. Les chercheurs ont comparé 1542 patients qui reçoivent de l'hydroxychloroquine à 3132 malades bénéficiant de soins standards. Pour eux, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes après 28 jours d'expérimentation, qu'il s'agisse du taux de mortalité. Vous savez ce qui s'est passé, c'est extrêmement intéressant. Je suis content que, vous voyez, on aborde cette question. Il y avait 2 essais en cours en France. Un qui était parti de Recovery, qui a été publié, et un deuxième qu'on appelle l'essai d'Angers, qui a été publié. Dans ces 2 essais, et c'est facile à voir, ces 2 essais ont été interrompus à partir du moment où le ministre les a interrompus le jour de la sortie de l'article du Lancet Gate. Et les 2 essais montraient qu'il y avait moins de morts dans le groupe hydroxychloroquine que dans le groupe sans hydroxychloroquine. Et là, comme ils n'ont pas, ce qui est vraiment une faute méthodologique, ça alors de base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inclus le nombre de personnes qui était nécessaire pour montrer qu'il y avait une différence de plus de 30% de mortalité. Ils ont dit qu'il n'y a pas de différence, alors qu'il y a une différence, mais qui n'est pas significative, parce que la puissance de l'essai n'est pas suffisante. On ne va pas faire toute l'interview là-dessus. Vous êtes déjà longuement expliqué sur ce sujet. Vous venez de le faire à nouveau.
encore une question de bon sens. En France, il y a des grands scientifiques, j'allais dire de votre niveau, qui disent la même chose que vous sur ce sujet. Lesquels? Des grands scientifiques de mon domaine. Bien sûr, vous le savez bien, celui qui avait le plus d'expérience en termes d'épidémiologie et de santé publique, c'était Perron, vous le savez bien, qui a été foutu dehors. Mais c'est lui qui était le représentant à l'HAS, au comité des vaccinations. Dans le domaine de la microbiologie et maladies infectieuses, je vous l'ai dit, les 9 seuls qui soient identifiés au niveau international sont tous dans l'IHU. On dit tous pareil là. Vendredi dernier, durant cette audience, vous avez eu cette phrase « Le message de l'État était dangereux ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je pense que de dire ne contactez pas votre médecin, restez à la maison et prenez du Doliprane, je pense que c'est contre tous les principes médicaux et contre toute la pratique. Ça, c'était le tout début de l'épidémie. Oui, ça a duré. Non, mais vous voyez. Non, mais expliquez. Oui, mais non, je voulais expliquer, je ne peux pas vous dire plus. Vous n'avez qu'à regarder, c'est des déclarations de Jérôme Salomon. L'État a mis en danger la vie des Français. Avec un message pareil, bien sûr. Et puis ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a on a des trajets de malades qui nous disent, écoutez, moi j'ai téléphoné au médecin qui n'a pas voulu venir, il m'a dit de téléphoner au SAMU, le SAMU m'a dit que tant que je n'étais pas essoufflé, c'était pas la peine de venir, ce qui était une méconnaissance totale de cette maladie, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on ne la connaissait pas et qu'il fallait apprendre ce que c'était. Alors professeur Raoult, il y a une autre polémique qui vous vise, c'est celle de ces essais contre la tuberculose. Ça fait l'objet d'une enquête de Mediapart. Et puis, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui saisit le procureur de la République. Alors, il faut nous expliquer ce qui s'est passé, mais pour commencer, question très simple là aussi. Y a-t-il eu, oui ou non, depuis 2017, des essais illégaux sur des traitements contre la tuberculose ici? Non, il n'y a pas eu d'essai du tout. Du tout. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Si vous voulez, c'est juste pas vrai. Nous avons fait une demande. Pour vous mettre les choses en perspective, le problème de la tuberculose actuelle, il y a 2 problèmes de la tuberculose. Un certain nombre de microbes deviennent résistants aux antibiotiques utilisés habituellement. Et donc, il y a un certain nombre de traitements alternatifs qui ont été proposés, qui sont sur le site de l'OMS. Il faut les regarder. Et donc, il y a un certain nombre de malades qui ont été traités, pas par moi d'ailleurs, moi je ne m'occupe pas spécifiquement de ça, je ne m'occupe pas de ça, par ces traitements alternatifs. Et parmi les traitements alternatifs, celui qui a été choisi, pareil, c'est celui sur lequel les médecins ont le plus d'expérience au monde, c'est-à-dire le même traitement que la lèpre. La deuxième chose qui existe, c'est que le type qui est le plus grand, qui a été le plus grand spécialiste mondial du traitement de la tuberculose, a mis en évidence qu'un des traitements mis au point pour la tuberculose il y a bien longtemps, dans les années 50, qui s'appelle la clofazimine, et qui a été ensuite utilisé essentiellement dans la lèpre, quand la rifampicine est apparue, qui est devenu le traitement de référence, avait en réalité une efficacité bien plus grande sur le bacille tuberculeux. En particulier, si on faisait des modèles expérimentaux, c'était le seul à tuer en moins d'un mois. Donc ce traitement-là a été proposé pour faire des traitements raccourcis, car le problème le plus important de la tuberculose, en dehors de la résistance, c'est ce que nous on appelle la compliance, c'est-à-dire est-ce que les gens vont réussir à prendre pendant 6 mois un traitement. Or la population des tuberculeux est une population pour laquelle la compliance est un problème. Donc on a proposé à l'ANASM, on a eu 2 CPP acceptés pour faire un raccourcissement thérapeutique avec ce traitement. L'ANSM a refusé pour des raisons qui nous échappent, et donc on n'a pas fait cet essai de raccourcissement thérapeutique, point final. Vous démentez en bloc Totalement. Ce qui vous est reproché dans cette affaire. Totalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains patients, cités encore une fois dans ce reportage, ont eu de graves complications rénales, par exemple? On parle d'un mineur de 17 ans ou d'un autre patient de 62 ans qui a fini au bloc. Premièrement, et ça, je pense que c'est important. Encore une fois, on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, je suis médecin. De prendre un dossier de malade et de le transférer avec les éléments qui permettent de le reconnaître, ça s'appelle vraiment la trahison du secret médical. Celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça est quelque chose qui ne mérite pas d'être médecin, c'est une chose. Et si l'administration de cet hôpital
tolère que des choses comme ça, plus personne d'entre nous n'est en sécurité. D'accord ? Je suis hostile à ça, je l'ai dit, je le répète. J'ai même interdit, moi, de répondre par ordinateur les sérologies VIH pour que personne n'aille les dérober. Les complications dont vous parlez s'appellent la iatrogénèse, c'est-à-dire qu'un certain nombre de médicaments ont un certain nombre de complications. Les médicaments, la sulfadiazine, c'est connu, il y a 3,7% de complications iatrogènes. Pour la rifampicine, qui est le médicament le plus utilisé, il y a 5% d'effets graves par le traitement par la rifadine. Vous savez, les accidents iatrogènes, ça fait partie, c'est-à-dire provoqués par les médicaments, ça fait partie de la médecine. Donc vous ne pouvez pas sortir un cas de regardez, celui-là, c'est terrible, il a eu un effet iatrogène, mais tout le monde a des effets iatrogènes. Donc tout ça n'a pas de sens, un petit complot, ça n'a pas de sens. Un complot. Oui, je pense que il y a des gens qui sont à l'affût de tout ce qu'on pourrait me reprocher. Là, c'est tellement typique, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai pas prescrit ces médicaments, je ne savais même pas ce que c'était, je ne connaissais pas ce malade, j'en ai jamais entendu parler. Vous imaginez comment il y a de malades qui passent ici, vous ne croyez pas que je m'occupe de tout ça. Essentiellement, ma fonction ici, moi, j'avais ma propre consultation, j'ai pas eu de tuberculose dans ma consultation. Deuxièmement, je gérais un ensemble de laboratoires. Et donc, on a ensemble une réflexion sur les stratégies de recherche. Et comme on avait fait venir, vous pouvez le regarder, là aussi s'appelle Grosset, le meilleur scientifique au monde sur les thérapeutiques, qui nous avait dit, écoutez, voilà, je suis payé par le NIH pour mettre au point les thérapeutiques qui raccourcissent le traitement de la tuberculose. J'ai discuté avec mes collègues en disant, tiens, on devrait déposer un projet pour raccourcir le traitement sur la tuberculose. On nous a dit non, puis voilà. Okay. Mais c'est grave comme accusation quand même, ce qu'on vous reproche là. D'abord, parce que... Attendez, des accusations tous les jours, m'accuser de n'importe quoi. Je vous ai dit, si on vous dit qu'il y a des chiens qui sont mordus à un timone, c'est pas moi non plus. Hein. Laissez-moi finir. Dans Mediapart toujours, un membre de l'IHU dit, anonymement, je ne supporte plus de voir des patients dont la guérison est plus longue repartir chez eux et contaminer une famille, parfois des enfants, parce que le traitement n'est pas efficace. Didier Raoult utilise des patients précaires et souvent étrangers comme des cobayes. C'est inhumain, dit-il. C'est pour ça que je vous dis que c'est grave comme accusation. Celui qui dit ça, c'est pareil, je ne sais pas comment il imagine. Je ne sais pas si quelqu'un m'a vu une fois traiter une tuberculose depuis 20 ans. Enfin, te fous. Je vous ai dit, je ne traite pas les tuberculoses, je ne vois pas les tuberculoses. C'est pas vrai. Donc là, il y a une sorte de cabale contre vous. Vous payez quoi d'ailleurs? Tout ce qui se passe depuis 1 an et demi autour de vous j'essaie de comprendre. Je ne sais pas. Écoutez, si je devais m'intéresser aux calomnies, je ne serais pas là. Hein. Moi, vous m'apprenez ça, je ne l'ai jamais lu, je n'ai pas répondu au type de Mediapart, parce que pour moi, c'est des mouches à viande. Donc, je m'en fiche complètement. Reconnaissez tout de même que là, ça fait beaucoup. Ces deux affaires conjuguées qui se Non, mais enfin, vous êtes en train de parler des gens qui faisaient des commentaires sur une publication qui a 1 an et demi, et qui a, pendant 1 an et demi, qui n'ont pas compris d'ailleurs, ce qui est assez troublant, que je n'ai jamais dit que c'était guérissait Covid, mais que ça faisait diminuer le temps de portage du virus. Donc vous êtes en train de mélanger ça, mais tout ça c'est... Non, je mélange pas, il se trouve que ça arrive concomitamment, c'est comme ça. Ce sont deux affaires qui sont distinctes, deux histoires distinctes. Non mais encore une fois, il y a une histoire dont je revendique parfaitement la paternité, l'autre dont je ne suis pas au courant. C'est pas compliqué. Alors, vous avez qu'à demander à mes collègues, puis vous avez qu'à le regarder. Ils ont fait une vidéo. Il faudra les accuser de faux témoignages, on verra bien. Puis on verra bien ce que dira le procureur. Vous êtes patron ici. Je veux bien croire que vous ne vous soyez pas occupé personnellement de ça. Je suis le directeur de la clinique. Non, le patron de la votre responsabilité. Non, le patron de la clinique, c'est Philippe Rouquy. Ma responsabilité, c'est de discuter des projets de recherche ensemble. Puis une fois qu'on a discuté des projets de recherche ensemble, après les gens font de toute manière... Ni moi, ni personne, pas plus le directeur de l'hôpital, pas plus que celui de la PHM, ne peut contraindre un médecin à donner un traitement s'il ne veut pas le donner. Ça n'existe pas, ça. C'est chaque médecin est responsable de la thérapeutique qu'il donne à chaque malade. Alors j'aimerais qu'on évoque la pandémie, si vous le voulez bien, et notamment cette alerte de l'OMS il y a quelques jours qui dit « Attention, il y a un risque grave pour l'Europe qui est redevenue l'épicentre de la pandémie. Et il y a un risque de 500 000 morts sur ce continent d'ici à fin février. » Est-ce que vous aussi, vous partagez cette inquiétude et ce constat?
Non, vous savez bien que je ne fais jamais de prévisions. Je pense que ceux qui font des prévisions... Alors, oublions les prévisions. L'épicentre, c'est vrai ou pas? Il y a des cas ici. Moi, je suggère à vos téléspectateurs, plutôt que de se laisser enfumer par les différents médias, de regarder. C'est très simple. Vous regardez Covid, vous tapez sur votre ordinateur Covid, John Hopkins. D'accord? Vous regardez ça. C'est l'Institut américain. Voilà, qui collecte tous les jours, il y a le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de vaccins. Ouais. Et comme ça, ils se font une idée par eux-mêmes sur est-ce que les vaccins marchent, est-ce qu'ils ne marchent pas, est-ce qu'il y a beaucoup de cas, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a beaucoup de morts, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue. Il faut le regarder tous les jours parce que ça n'est pas... Vous voyez bien que dans les informations, vous triez celles qui vous intéressent pour aller dans le sens de ce que vous croyez être la réalité. Quand l'OMS dit l'Europe est redevenue l'épicentre l'OMS dit un peu ce qu'il veut. Enfin, comment? L'OMS dit un peu ce qu'il veut. C'est pas sérieux l'OMS? Ça dépend quoi. C'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même. Hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS? Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. C'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous n'avez qu'à le regarder, c'est votre métier. D'accord. Alors tout ce que je dis, c'est pas compliqué. Vous pouvez le regarder. Et alors Bill Gates, il a un intérêt quelconque à trafiquer des chiffres ou des données? Il n'a pas un intérêt à trafiquer les chiffres. C'est pas ça. Là aussi, il y a une émotivité, une réactivité dans cette maladie qui amène à faire des déclarations intempestives et trop précoces, à prendre des décisions en urgence dont le temps dira que elles étaient prématurées. L'OMS ne prend pas de décision, vous le savez bien. L'OMS donne un avis. Non, il donne un avis. Non, mais ensuite, chaque pays. Ça amène, décide. Ça amène, si vous voulez, encore une fois, à une tension. Si l'OMS avait pris la décision, par exemple, d'arrêter la chloroquine dans les essais, puis ils l'ont remis ensuite ultérieurement. Bon, donc, bien sûr, il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'OMS. Et encore une fois. Si, bien sûr, moi je peux vous dire, ça aussi, vous pouvez le regarder. C'est une accusation terrible. Regardez, il y a la vidéo du plus grand spécialiste des épidémies au monde, qui s'appelle Muyombe, qui vit au Congo, et qui raconte que l'OMS lui a imposé de tester le remdesivir dans Ebola, qui n'a pas du tout marché. C'est l'OMS qui a dit, si vous ne le faites pas, on ne vous finance pas. Alors, ces gens ne font pas un sou. Quel intérêt pour Bill Gates, pardon de revenir là-dessus, mais... Quel intérêt pour Bill Gates dans tout ça? J'en sais rien, mais globalement, si vous voulez, la politique vaccinale du monde est dirigée par Bill Gates depuis une quinzaine d'années. D'abord par le Gavi, et ensuite maintenant directement par l'OMS. Faites la bibliographie. Bien. Le président Macron s'exprime ce soir. Ceux qui nous suivent doivent être un peu surpris. Cet entretien est bien enregistré mardi entre 16h et 17h. Nous ne savons pas encore ce que le président va annoncer. Il est possible qu'il encourage fortement la fameuse dose de rappel pour le vaccin. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Si les gens font partie d'un groupe qui risque d'aller en réanimation ou qui risque de mourir, bien entendu, il faut les vacciner. C'est une bonne idée. J'ai toujours pensé ça. Je l'ai dit aussitôt que je pouvais. C'est-à-dire les gens qui ont plus de 60 ans, voire plus de 65 ans, les grands obèses, les gens qui ont des pathologies cardiovasculaires, les diabétiques sont des gens qui sont à risque. Maintenant, les femmes enceintes, je pense qu'elles devraient se faire vacciner avant, si elles le programment, avant d'être enceintes, parce que comme ça, on aurait moins d'incertitudes, parce qu'elles font des formes plus graves que les autres. Voilà des gens auxquels il faut conseiller la vaccination. Pour le reste de la population, l'intérêt de la vaccination est... Est-ce que la vaccination empêche la circulation du virus et de l'épidémie? Ça, je ne suis pas convaincu. Si vous regardez la corrélation entre la vaccination et l'épidémie, je ne suis pas convaincu que l'efficacité de la vaccination pour bloquer l'épidémie ait été démontrée. Voilà. Il suffit de... Non. Votre opinion ne m'intéresse pas. Regardez juste John Hopkins. Je ne parle pas de... Vous regardez le nombre de vaccins faits, vous regardez si ça a empêché une épidémie. La France semble mieux résister avec 75% de la population totale. Vous allez dire ça, mais l'Angleterre n'a pas résisté du tout, Israël pas du tout, l'Islande pas du tout, ils ont commencé la vaccination bien avant vous. Non mais vous voyez bien, c'est triste. Moi, si vous voulez, je vous ressors mon tour de carte pour vous montrer que j'ai toujours raison. Hein. Je prends le pays que je veux et je vous dis, voilà, mais dans ce pays c'est comme ça. Et vous me dites, vous me dites, dans ce pays c'est comme ça. Non. Après, dedans, ce qui
qui est circonstanciel. Je peux quand même vous poser des questions. Vous pouvez me poser des questions, mais le mieux, c'est de regarder aux faits. Je vous ai dit, on ne fait pas partie du même monde, on va essayer de rester dans... Chacun à sa place. Chacun à sa place. Donc, rassurez-vous, je ne vous vote pas la vôtre. Vous avez qu'à regarder, si ça vous intéresse vraiment, si c'est pas juste du colportage d'opinion, vous avez qu'à regarder, et tous les spectateurs ont qu'à regarder le site du John Hopkins sur lequel il y a tous les pays, dont la France. Et puis ils verront bien ce qui se passe. Ça repart en France, malheureusement, en ce moment. Professeur Raoul, pour conclure cet entretien, vous aviez imaginé une fin de carrière aussi mouvementée? D'abord, je ne sais pas si c'est la fin de ma carrière, on verra bien. Peut-être que c'est vous qui m'avez dit j'arrête dans un an. J'arrête ça, mais c'est pas la fin de ma carrière. Oh là là, j'arrête de la direction de l'IHU. Ces trucs, vous savez, faites attention, le destin est imprévisible. Peut-être qu'en traversant la rue, vous allez mourir. Et votre fin de carrière sera avant la mienne. C'est la vie. La vie est imprévisible. Quand vous le dites comme ça, on a presque l'impression que vous le souhaitez. Faites attention. Non, parce je ne que le souhaite pas du tout. Vous pourrez presque me vexer. Je vous le dis, il faut arrêter de prédire. Qu'est-ce que vous m'avez dit il y a quelques semaines lorsque j'étais venu vous voir. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était savoir si vous pensiez que c'était mouvementé ou pas. Donc, posez les questions auxquelles vous voulez me répondre. Est-ce que cette fin de carrière est mouvementée? Mais c'est pas vous ne savez pas si c'est la fin de ma carrière, vous ne savez pas ce que je ferai après, vous ne savez rien du tout. Bon, alors est-ce que cette période est mouvementée? Elle est mouvementée. Ah, vous voyez, tout ça pour ça? Tout ça pour me dire ça? Non, mais c'est factuel, ça. Ce qui n'est pas factuel, c'est que vous sachiez quelle est la fin de ma carrière. Moi aussi, je peux me faire écraser, je vous rassure. Hein. Votre avocat, Maître Divisio, a dit vendredi dernier que vous étiez encore très régulièrement en contact avec Emmanuel Macron. C'est vrai, ça? Vous avez dit ça pour impressionner ça vous regarde pas. Les juges? Ça vous regarde pas. Ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous regarde pas, je vous ai répondu. Vous pouvez me poser un truc. C'est pas moi qui le dis, c'est votre avocat. Il faut le dire à votre avocat que ça ne nous regarde pas. Non, mais mon avocat dit ce qu'il veut. Il a une liberté de parole. Il a l'habitude de laisser la liberté de parole. Ouais. Tiens, puisqu'on en est à ce qui ne me regarde pas, vous ne pouvez toujours pas me dire si vous êtes vacciné? Ça ne vous regarde pas non plus. Bien, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Vous nous aviez promis une surprise en novembre. Vous verrez quand il sera temps de la surprise. Vous aviez dit, vous verrez, il va se passer, je vais raconter quelque chose et annoncer quelque chose. Vous ne voulez pas nous le dire aujourd'hui? Ah non. Bien. Quand il sera temps. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, juste, puisque cet entretien est à son terme, sur 3 références que vous avez faites durant cette interview. Vous avez cité François, vous avez cité le professeur Perron, et vous avez cité Bill Gates en disant, je reprends vos propos, qu'il contrôlait la politique vaccinale du monde. Bon, moi, vous êtes libre de vos propos, mais mon boulot, à moi aussi, c'est de vous dire que là, vraiment, vous enchaînez les déclarations les plus complotistes. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Ce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates. Et je lui ai écrit un mot en disant, mais est-ce qu'il va bien ? Ou est-ce qu'il va pas bien? C'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas pourquoi vous avez envoyé ce mail. Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On ne peut pas le faire. Et on le voit bien. Parce que vous voulez pas... Vous savez, vous vous intéressez... Vous avez votre propre lecture du monde, les complotistes, pas les complotistes, tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Moi, je suis content quand les gens d'Épiote font leur métier, c'est-à-dire c'est cette investigation sur les gens qui me harcèlent. Ça, c'est vraiment une investigation qui m'intéresse. Ça a pris 1 an. Ils ont mis les noms, très bien, ça m'est utile, parce qu'effectivement, du coup, j'ai demandé la protection fonctionnelle à mon université pour porter plainte contre ces gens qui sont des fous. Donc, très bien, ça me satisfait que vous aimez pas les gens qui font ces enquêtes. Je m'en fiche, ça m'indiffère. Perron, honnêtement, est un garçon qui a eu les plus hautes responsabilités dans ce pays. Il était président du CNU de maladies infectieuses. Il a été radié.
Il n'a pas été radié. Je ne sais pas, il a été radié du Conseil de l'Ordre. Bah oui, Ah ouais. il ne peut plus exercer. Ah non, mais Il a été mis à la porte. Non, il a été mis à la porte. Pareil, il a fini son temps de travail. Non, vous faites des raccourcis, faites Pardon, attention. quand vous dites, encore une fois, on ne va pas faire... Vous me on va pas demandez finir si je là-dessus. pensais que Perron est un Non, mais vous me dites, Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non, mais vous Donc, savez, tout ça on n'est pas... relance toutes les théories. Non, mais là aussi, je vais vous conseiller un autre site. C'est comme ça, vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord ? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je crois ça. Je pense que c'est là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non, je vous parle de la même chose. Vous verrez que Perron n'y est pas. Perron n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Vous ne devrez pas parler de choses sans dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec ça, j'ai été payé par Gilead, mais je vais vous recommander le Remdesivir. C'est illégal. D'accord ? Vous faites faire des choses illégales. Je suis désolé, ça c'est la réalité, c'est pas du complotisme. La France actuellement, il sort des papiers sur la manière. Moi, j'ai le type qui est spécialiste de la corruption médicale dans le monde a fait un chapitre sur la France parce qu'il a passé 1 an de sabbatique en France. Il dit la France est un pays qui ignore le plus la notion même de ce que c'est un conflit d'intérêts. Et donc, ça ne vous intéresse pas. Donc, il faut bien que ça intéresse quelqu'un. Ça ne vous intéresse pas de savoir si quelqu'un est payé pour dire ce qu'il dit ou s'il le dit comme médecin. Moi, ça m'intéresse. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Nous, on n'a pas d'activité privée ici, d'accord ? On n'a pas de relation avec l'industrie pharmaceutique. Et donc on accuse de faire des essais sauvages. Enfin, c'est spécifique quand même. Hein. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens pensent qu'on ne peut faire des essais qu'en étant payé par l'industrie pharmaceutique. C'est spécial. Si c'est ça que vous appelez complotisme, moi, je m'en fous. Vous appelez ça comme vous voulez. Je m'en dis faire. Ça sera dur de partir d'ici, un jour, dans un peu moins d'1 an ? Non, encore une fois, ne préjugez pas de l'avenir, parce que c'est une manie journalistique qui se révèle pleine de désillusions et pleine de surprises. Bien, merci beaucoup, professeur Didier Raoult. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici, dans votre bureau à l'IHU, et d'avoir répondu à toutes nos questions. On verra donc, début décembre, la réponse, le verdict en quelque sorte, du Conseil de l'Ordre des médecins. Merci beaucoup. On verra.